propose peut-être de prendre quelques questions avant de laisser la parole à l'intervenant suivant, s'il y en a. Non. Nous avons eu des renforts qui sont arrivés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a cette question de la part de nos renforts, voilà, Madame Bossier, qui interviendra. Je ne vais pas empêcher de parler. Bon, merci Sylvain. Moi, je vais poser des questions parce que j'ai... Ah oui, ça ne marche pas. Ça va là? Oui. Moi, j'aimerais savoir, bon, je connais ton travail et puis je sais tout le processus, comment tu intègres un certain nombre de réflexions et comment tu essaies de dépasser les questions qu'on se pose actuellement entre recherche et éthique et participation. Alors, juste peut-être pour tout le monde, pour moi aussi, est-ce que ce serait possible que tu décrives un cas, une étude de cas qui, justement, pourrait réunir ces différentes, j'allais dire, qualités, parce que je me demande si c'est pour quelle société tu envisages ce genre d'idéal, d'utopie, parce que pour l'instant, je vois pas exactement. Je vois très bien que ça puisse être un horizon, mais est-ce que tu as des cas à citer? Ça nous éclairerait. Alors, c'est effectivement un horizon, quelque chose qui se veut un peu alternatif à ce modèle de la recherche-innovation responsable qui me paraît un peu insuffisant et encore trop lesté d'un certain nombre de partis pris un peu convenus à mon avis, tels que le principe de précaution, risk assessment, multi-stakeholders in governance, vous voyez, donc la gouvernance multi-acteurs, l'évaluation des risques, l'évaluation technique, etc. Et la recherche-innovation responsable fait en quelque sorte une synthèse de tous ces instruments qui ont été développés, testés avec plus ou moins de succès d'ailleurs ces dernières années. Donc à partir du moment où effectivement c'est un horizon, c'est plutôt tourné vers le futur et je peux difficilement mentionner un certain nombre de cas concrets qui correspondraient à ça. Je me suis contenté d'esquisser un modèle qui pourrait éviter certains écueils, et notamment, je dirais, un écueil, je dirais un peu contextuel de la recherche-innovation responsable, c'est-à-dire finalement son inscription dans un programme qui correspond au traité de Lisbonne pour l'Europe, hein, c'est-à-dire une économie hautement compétitive qui permet la création de richesses, d'emplois, etc., dans lequel que la recherche-innovation est censée servir. Et de ce point de vue-là, je pense que ça passe complètement à côté de certaines formes de processus de recherche et d'innovation dont on a quelques exemples aujourd'hui, même si c'est peut-être difficile de dire s'ils correspondent exactement à ce modèle-là, peut-être pas. Je pense aux Fab Labs notamment, et quelle serait la place des Fab Labs dans le modèle de la recherche-innovation responsable, qui travaille à échelle industrielle, avec des processus assez lourds, etc. Alors que les Fab Labs, c'est plutôt une forme d'innovation qui peut avoir un côté un peu confidentiel au départ, un peu informel, fait par des petites communautés, même si ces petites communautés peuvent ensuite se développer fortement et créer de l'innovation qui va se diffuser. L'idée ici qui me paraît importante, c'est que dans la recherche-innovation commune, en tout cas dans ce modèle possible, ce n'est pas, je dirais, la dynamique de la science et de ses éventuelles traductions industrielles qui est forcément le cœur du processus. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on accepte l'idée que tout le monde, à sa manière, est chercheur ou acteur, c'est-à-dire est engagé dans des processus d'enquête, des processus de production et de diffusion de nouveautés. Il y a certes de la recherche scientifique, mais comme j'essaie de le montrer, en mettant en perspective tout ça avec des choses un peu plus anciennes, comme Léonard de Vinci ou même John Dewey, il y a de la recherche morale, il y a de la recherche sociale, de la recherche artistique, et tout un ensemble d'expérimentations qui est en cours dans cette recherche. Donc ça veut dire qu'il y a une symétrie de statut entre les différents acteurs du processus qui sont tous chercheurs ou innovateurs, chacun à leur manière. Donc ça veut dire aussi que ce qui est le moteur du processus, ce n'est pas au départ forcément la recherche scientifique, alors que c'est clairement le cas dans le modèle de la recherche-innovation responsable. Voilà.
Alors après, il y a toute la question du commun, effectivement, sur laquelle, avec Daniel, on a pas mal travaillé, et Daniel est une grande connaisseuse de cette notion en France, représentant de l'initiative internationale Creative Commons, qui vise à repenser complètement la propriété intellectuelle et industrielle, notamment, dans des termes tout à fait différents que la rivalité ou l'exclusion, hein, de différents acteurs. Cette question du commun me paraît importante, hein, parce que elle est loin d'être évidente en fait dans le modèle de recherche-innovation responsable. On constate déjà, hein, qu'il y a tout un tas de processus existants qu'on a pas mal étudiés, notamment dans les recherches qu'on a menées avec Daniel, en Europe, où le moteur de la recherche et l'innovation et de l'interaction qu'il y a entre les différents acteurs du processus, ce n'est pas forcément faire des produits pour les vendre et pour dégager du profit. C'est tout autre chose qui est le moteur, c'est l'action en commun et c'est le bien commun. Ce n'est pas forcément exclusif d'ailleurs, hein, du fait de faire des produits qui vont rencontrer une demande sociale, vont avoir une utilité sociale. Mais ça veut dire que cette visée-là ou cette finalité-là n'est pas forcément le moteur fondamental de ce qui anime les personnes. Voilà. Et en ce sens-là, ce modèle, dont j'ai dit qu'il est une esquisse, hein, qui est encore certainement très perfectible, est une manière de se décaler un petit peu, de se décentrer par rapport à ce qui me semble devoir être dans l'avenir le modèle dominant, mais plutôt d'inspiration anglo-saxonne, qui est la recherche-innovation responsable. Voilà. Donc je ne peux pas trop répondre à la question parce que simplement, je ne peux que mentionner quelques cas qui me paraissent aller dans ce sens, hein, avec cette attention au commun, à l'échange et au partage, plutôt qu'à l'appropriation privative. Mais il y a encore certainement, c'est plutôt des cas qui relèvent du futur, à mon avis. Alors, pas de pause, une petite question. Jean-Christophe Sabourin, je suis biologiste au CHU de Rouen. Et votre théorie ou les deux théories de recherche-innovation commune ou responsable, ça s'applique effectivement dans le cadre d'une recherche qui a pour but une innovation avec production, comme on l'a vu ce matin. Ça ne s'applique pas à la recherche cognitive, qui, elle, n'a pas forcément de finalité, ou est-ce que ça peut s'appliquer également à une recherche cognitive très, oui, tout à fait. très pure, ouais. Quoi. Disons que je pense que ce qui est important dans la notion de commun, certainement, c'est le fait qu'il y a une mise en relation de différents enjeux, en même temps qu'il y a une mise en relation de différents acteurs. Et donc il y a effectivement aussi un enjeu de partage des connaissances, hein, ce qui d'ailleurs pose tout un tas de questions par rapport au secret, à la propriété intellectuelle ou industrielle. Il est clair que ce modèle de recherche-innovation commune n'est pas un modèle qui s'accommode très bien du secret, de l'entretien du secret, hein, puisque c'est plutôt un modèle qui est orienté vers l'échange ou le partage. Voilà. Et comme conséquence, éventuellement, vers la gratuité aussi. Voilà. Gratuité au sens où c'est non payant, pas forcément au sens où ce n'est pas utile. Voilà. Donc pour répondre à votre question, ça peut tout à fait concerner la recherche cognitive, effectivement. Voilà. Et pas simplement l'innovation productive. Voilà. Alors par ailleurs, il est clair que ici, ça concerne également l'innovation au sens où elle débouche sur la production de produits, mais aussi sur des services, sur des capacités, hein, sur des activités aussi. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, un des enjeux de cette recherche et innovation commune, c'est aussi de développer des capacités des différents acteurs. C'est pas juste de produire des produits. C'est aussi de développer des activités aussi, hein, de ces différents acteurs, hein, puisque à un moment donné, le fait d'être impliqué dans ces processus de recherche et innovation commune, ça peut faire monter en capacité, monter en compétence des acteurs, mais de façon plus large aussi, parce qu'on a
tendance à beaucoup insister sur la compétence, les faire monter en puissance, les faire monter en motivation, les faire monter en confiance aussi. La confiance, évidemment, un élément très, très important de ces processus. Et ça peut effectivement aussi déboucher sur le développement d'activités au sens où des acteurs se découvrent une identité nouvelle, on pourrait même dire une vocation, vous voyez, qu'ils n'auraient pas forcément soupçonné au départ. Voilà.